Bonus. Trax. On se retrouve pour cette deuxième vidéo, cette fois-ci consacrée aux enfers. Comme on vous l'a expliqué dans la première vidéo, on vient explorer les thèmes de cette 17e édition du festival Court-Métrange. À ma droite, l'équipe Spoilers, Guillaume et Briac sont là pour présenter des séries, puisqu'on parlera quasi exclusivement de séries télé dans ces vidéos. Et à ma gauche, l'équipe Court-Métrange, Steven et Cyriel, qui sont là pour confronter un petit peu les références des uns et des autres. Donc c'est parti pour le thème des enfers. On quitte la personne pour trouver son lieu de prédilection, on va dire, pour faire simple. Il s'agit des enfers. Pourquoi séparer le diable des enfers directement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Cyriel, peut-être ? Quand on a choisi de travailler sur la représentation du diable dans les univers fantastiques de façon générale, il nous semblait très important de pouvoir préciser que le diable veut dire plein de choses et que le rapport au mal veut dire plein de choses et que évidemment l'endroit où réside le mal est aussi important sur cette thématique-là et que évidemment la façon dont le mal prend possession de l'humain est aussi important sur cette thématique-là. C'est-à-dire qu'on voulait s'éloigner de la figure trop formatée du diable avec ses cornes pour surtout ne pas réduire cette thématique-là. Donc on l'a précisé et tiré sur le diable, les enfers, les possessions démoniaques, qui en fait n'est que la même thématique, hein, on est bien d'accord, mais qui nous permettait d'assumer le fait qu'on embrassait un champ très large. On fait toujours ça à Court-Métrange, hein, on embrasse des champs très larges parce que on veut surtout pas cloisonner. On veut surtout ne pas réduire le propos et permettre d'ouvrir les champs au maximum. Peut-être Steven, tu as envie de commenter cette thématique sur laquelle tu as beaucoup écrit pour le festival du coup. J'ai beaucoup écrit, effectivement. Je pourrais me contenter de me relire. D'ailleurs, non, c'est pas vrai, je vais pas le faire. Mais c'est vrai que c'est le lieu de rétribution post-mortem de tous les crimes qu'on a commis ici-bas, qui était absolument incontournable. Mais quand bien même, effectivement, on a le désir d'aller s'aventurer, d'aller flâner dans les autres enfers, il n'empêche néanmoins que l'enfer, il a quand même été très modélisé, très représenté, et il nous influence principalement à travers une religion chrétienne, médiévale. De toute façon, c'est lui et c'est bien elle qui en a donné la forme la plus concluante et la plus répandue, notamment à travers le cinéma et la série, bien entendu. Donc on a beaucoup de mal à échapper à ces représentations-là, de toute façon. Oui, parce que bon, donc les enfers, donc on va en parler en tant que lieu, on va dire, hein, pour faire très très simple, pour presque une entité, hein, presque par moment, notamment dans une série que j'ai pu évoquer, hein, certaine Buffy, qui ferait toutes sortes de choses contre de sombres vampires. D'ailleurs, vampires, diable, on pourrait faire toute une partie juste sur des représentations. On va rester sur les enfers, puisque non seulement il y a les enfers dans Buffy, mais il y a la bouche de l'enfer dans cette série-là. Cyriel, est-ce que tu peux du coup nous parler de la représentation de l'enfer dans Buffy ? Alors cette bouche, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Cette bouche de l'enfer, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Oui, alors je préfère commencer en disant quand même très clairement que la série Buffy contre les vampires a été énormément étudiée, énormément analysée. Peut-être ça fait partie des séries les plus travaillées. On parle de Buffy Studies, hein, très clairement de nos jours. Donc ça va très loin. Moi, je vais pas prétendre creuser ces analyses jusque-là. On n'a pas le temps du tout. Mais en dehors et puis j'en ai pas nécessairement les compétences. Mais effectivement, Buffy contre les vampires m'a semblé être un très bon exemple du travail sur les enfers de par et l'originalité de la représentation des enfers et en même temps sa dimension très consensuelle. C'est-à-dire que sur la représentation de l'enfer, je pense que Buffy contre les vampires ne réinvente rien. Par contre, nous permet de donner accès à ces univers-là de façon quotidienne et ce qui est quand même assez intéressant. Donc la bouche de l'enfer se trouve à Sunnydale, une ville complètement inventée pour l'histoire, mais qui est évidemment située en Californie.
Parce que la question du mythe californien est extrêmement travaillée dans cette série, mais on va passer sur cette question. Donc se trouve à Sunnydale, accessoirement sous la bibliothèque du lycée, où la jeune Buffy, avec son prénom magnifique, est étudiante. Là, il y a 7 saisons de Buffy contre les vampires, donc les personnages évoluent énormément et on part du postulat d'une jeune adolescente qui n'est pas forcément la plus jolie, qui n'est pas forcément la plus intelligente, mais qui est une petite blonde et qui s'avère que au lieu de hurler en se faisant poursuivre par des démons, en fait, elle fait hurler les démons et elle poursuit les démons pour les tuer. Buffy contre les vampires, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais c'est quand même un peu compliqué de passer au travers à l'heure actuelle puisque cette série a commencé sa diffusion en 97, donc elle ne date pas très vieille, mais elle ne date pas d'hier quand même. La dernière représentante en date de plusieurs générations d'élus, de Slayers, donc de tueuses, qui voient élire, après la mort de la dernière, une nouvelle petite bonne femme qui se retrouve avec la force de pouvoir combattre les démons, notamment les vampires, mais en fait de façon générale les démons, et de protéger l'humanité contre l'invasion potentielle des enfers sur Terre. Ça pose un petit problème puisqu'effectivement, il s'avère que sur Terre, il y a des entrées, dont la bouche de l'enfer qui se situe à Sunnydale, qui permet un passage entre les dimensions démoniaques et la nôtre. Sachant que comme le monde est bien fait, tous les démons et autres créatures qui peuplent les dimensions démoniaques ont qu'une envie, c'est de rentrer dans notre dimension à nous. Les dimensions démoniaques de Buffy contre... Ouais, c'est un problème. Ça crée un scénario aussi, hein, mais c'est un problème au quotidien. C'est la façon dont les univers démoniaques sont représentés dans Buffy, enfin assez peu représentés visuellement en fait, plutôt dépeints, racontés, est aussi assez rigolo puisqu'il existe des millions de dimensions démoniaques, de dimensions parallèles, mais qui sont a priori au service du mal, avec des degrés différents, avec des créatures plus ou moins viles, plus ou moins dangereuses, plus ou moins terribles. Il y a même une dimension qui n'est peuplée que par des crevettes, par exemple. Ça fait partie d'une des rares dimensions démoniaques que l'on peut trouver. Intéressant. Et donc cette bouche de l'enfer donne accès à notre dimension à nous, à ces multitudes de dimensions démoniaques, et notamment à une dimension démoniaque qui n'est jamais réellement précisée, mais qui donnerait accès à l'une des dimensions les plus terribles et diaboliques qui existent. La bouche de l'enfer essaye de s'ouvrir régulièrement, de par l'action de plusieurs personnages maléfiques qui vont essayer d'ouvrir cette fameuse bouche de l'enfer, avec l'action de différents protagonistes qui sont parfois pas si maléfiques que ça, mais qui pour X raisons vont essayer d'ouvrir cette bouche de l'enfer et répandre le mal sur Terre. Le personnage de l'élu, de la tueuse, l'une de ses missions principales est d'empêcher que cette bouche de l'enfer s'ouvre. Petit divulgachage aussi, à la fin de la série, on se rend compte qu'il n'y a pas une bouche de l'enfer, mais qu'il y en a plusieurs sur Terre et qu'il y en a une autre à Cleveland, donc le travail de tueuse n'est pas terminé. Probablement, alors pour épargner le détail de ces 7 saisons qui travaillent autour de ce motif, qui est un motif central, hein, du coup, de cet accès vers le mal, de la façon dont le mal essaye d'accéder à nous, ce qui est bien évidemment une métaphore supplémentaire sur nos combats intérieurs et sur la morale et sur les choix éthiques que nous faisons. Les mondes étant l'image de nous-mêmes, évidemment. La dernière saison de Buffy contre les vampires est peut-être la plus flagrante puisqu'elle fait apparaître la Force. Rien à voir avec Star Wars. Dans version originale, ça s'appelle The First, qui est en fait l'incarnation. C'est l'esprit du mal. C'est qui existe déjà avant la création de l'univers, qui est dans chaque enfant à partir de la première minute où il est né, qui est dans chaque vieillard qui pousse son dernier souffle sur son lit de mort. L'esprit du mal, l'incarnation du mal, d'ailleurs une incarnation qui est représentée de façon assez intelligente puisque la Force, The First, ne peut pas s'incarner, elle ne peut être vue que sous la forme de personnes défuntes, elle n'est pas palpable, elle ne peut pas toucher, elle ne peut pas agir, si ce n'est agir sur l'esprit humain. La Force, donc The First, est la première, est un peu le
le méchant suprême en fait de la totalité de cette histoire racontée en 7 saisons, puisque de par son influence, de par son ontologie, c'est lui qui insuffle le mal partout. Ce qui est assez intéressant avec la Force, c'est que l'univers de la série dépeint du coup, vu qu'elle n'est pas palpable et qu'elle ne peut pas agir, elle a ce qu'on appelle des bringers, qui sont en fait des moines aux yeux crevés, mutilés, qui sont en connexion avec la Force, qui ont fait un avec la Force, et qui sont ces agents, et qui eux manient très bien le couteau, et qui vont mettre en place ces fameux gros schémas de lutte pour la possession de la Terre. La Force finit par trouver un acolyte aussi intéressant, qui est un prêtre. C'est là où il y a une dimension qui mérite d'être notée, c'est-à-dire que l'essence du mal, son incarnation sur Terre, en dehors de des formes qu'elle peut prendre en prenant l'image de personnes défuntes, son incarnation sur Terre, son champ d'action est fait par un clergé, très clairement. On a évidemment non seulement une ironie, mais aussi une véritable interrogation sur les agents de l'entité supérieure, les agents sur Terre qui sont censés représenter, évidemment, normalement, en tout cas dans l'Église catholique, le bien, la volonté de Dieu, et qui, là, très clairement assumé, sont des prêtres qui représentent la volonté du mal. Donc des prêtres mutilés, d'accord. Caleb, le chef prêtre qui représente la Force... qui travaille pour la Force sur Terre, lui n'est pas mutilé, il est vraiment pas très sympathique, et il arrive à avoir une force surhumaine en se mélangeant avec la Force, puisque la Force peut rentrer dans un corps pour lui insuffler force, volonté et relatif pouvoir démoniaque. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est compliqué de parler de Buffy sans tout raconter et surtout sans tout déployer. C'est une série avec tellement de thématiques sur le travail du féminin et du masculin, sur le féminisme évidemment, parce qu'elle fait partie des premières grandes représentations populaires. Enfin, première, peut-être j'exagère, mais en tout cas, elle est une grande représentation populaire de la force du féminin, etc. Mais je vais fermer ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la capacité de la Force de The First dans la dernière saison à essayer pour la première fois depuis des millions d'années à vraiment prendre possession de la Terre est possible parce que Buffy Summers, la tueuse, a ouvert une fenêtre à son insu. C'est-à-dire que, alors la divulgachage ultime, mais le personnage, l'héroïne, meurt, ses amis la ramènent à la vie, pensant qu'elle est en enfer. En fait, elle n'est pas du tout en enfer, elle est au paradis, mais elle y est extirpée de force par ses amis qui veulent la ramener sur Terre. Évolution du personnage, soit dit en passant, extrêmement intéressant, puisque Buffy va tomber dans une profonde dépression qui va se matérialiser notamment par une débauche sexuelle, etc. Donc on est dans une explosion des carcans de la représentation de la figure du bien. Je referme cette parenthèse. Je vais en ouvrir plein sur Buffy des parenthèses parce que c'est très compliqué d'y aller. Donc Buffy meurt, désolée pour ceux qui ne l'ont pas vu. Elle est ramenée à la vie, ressuscitée. Elle revient changée, elle revient différente. Et en fait, le fait d'avoir inversé le cours plus ou moins normal des choses permet à la Force, pour la première fois depuis des millénaires, des millions d'années, de pouvoir pousser cette porte et de venir s'emparer de la Terre, d'ouvrir cette bouche de l'enfer, qui dans la dernière saison est représentée par un sceau qu'on appelle le sceau de Danzaltar, et qui fait clairement une porte, avec une tête de bouc dessus. Donc là, on revient sur les représentations classiques sur le bestiaire du mal. C'est la mort de l'héroïne qui permet au mal de triompher, qui ouvre une fenêtre pour le mal, pour pouvoir triompher, là où évidemment Buffy meurt en se suicidant pour sauver le monde. Donc on a un travail d'écriture comme ça qui est extrêmement riche. La force, le mal, l'incarnation du diable, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît dans Buffy, mais bon, ça c'était la thématique d'avant. Dans la représentation du diable, puisqu'il y a déjà des clins d'œil sur les saisons précédentes sur cette force ancestrale qui apparaît, mais on referme ça. La dernière saison de Buffy contre les vampires est la première fois, et un peu l'aboutissement, où Buffy et son armée, et je vous passe les détails de comment elle se retrouve avec une armée, descend dans la bouche de l'enfer et va visiter les enfers. On est très loin des représentations classiques des enfers, puisque la série a l'intelligence de pas s'enfoncer trop dans le décorum de l'enfer, mais effectivement, ils ouvrent le seau avec du sang, classique, et ils descendent,
Et là se retrouve une armée, ils sont face à une armée diabolique. Et pour la première fois, après 7 saisons où on est complètement obsédé par cette bouche de l'enfer qui est censée s'ouvrir mais pas s'ouvrir, elle s'ouvre à plusieurs reprises d'ailleurs, en déclenchant des apocalypses systématiques. À travers ces 7 saisons où on est complètement obsédé par cette thématique-là des portes qui s'ouvrent, enfin, notre héroïne, les personnages positifs descendent et vont eux-mêmes s'enfoncer en enfer pour mener le combat. C'est-à-dire que là, on a une inversion très claire des forces et des enjeux, c'est-à-dire que pour la première fois, on se retrouve avec des forces qui représentent le bien, qui vont venir chasser le mal sur son terrain et qui descendent aux enfers pour y faire, pour nettoyer, quoi. Donc la bouche de l'enfer, qui est un motif central de cette série, est évidemment une facilité scénaristique. Ça permet la profusion de monstres, démons et autres phénomènes mystiques qui se passent à Sunnydale et qui permet de créer l'histoire de Buffy. Mais c'est évidemment un prétexte aussi pour pouvoir réinventer cette mythologie des univers démoniaques, cette mythologie de la représentation de l'enfer. On parle de Buffyverse, très clairement aussi, et pas seulement chez les fans hystériques de Buffy contre les vampires. C'est rentré dans les études universitaires, notamment anglo-saxonnes, de voir comment là l'enfer est pensé sur un système de multiverse, justement, d'univers parallèles qui cohabitent et qui ont des barrières fragiles et qui sont capables de s'ouvrir de temps en temps. Cette question de l'enfer vu comme des univers parallèles dans lesquels on peut aller y mettre un doigt de pied est aussi le thème central de la saison 5, j'ai pas de bêtises, de Buffy contre... Mais corrigez-moi si j'inverse, de Buffy, où effectivement une déesse diabolique, c'est clairement, elle est dépeinte comme une déesse, on parle de Dieu, donc c'est là on retrouve aussi cette question d'antithèse entre Dieu et diable. Mais une déesse diabolique a été chassée de sa dimension infernale par 2 autres consoeurs qui se sont mis à flipper des pouvoirs qu'elle développait et de sa cruauté. Elles l'ont donc condamnée, exilée, et elle est venue s'installer dans notre univers à nous, dans le corps d'un jeune homme, et elle cohabite, un humain, un homme et cette déesse démoniaque cohabitent dans le même corps. C'est là, ça fait partie des moments dans la série où on a réellement ce travail, cette ouverture sur la notion des dimensions démoniaques et des représentations de l'enfer, puisque cette déesse va foutre le bazar pour rentrer chez elle. Et effectivement, on a une série qui s'écrit avec un arc narratif sur uniquement cette question, une saison, uniquement cette question-là. D'ailleurs, dans les dialogues des personnages, ils en jouent, ils en rient souvent. Elle veut juste rentrer chez elle. Mais elle cherche une clé qui permettra d'ouvrir les frontières entre les univers démoniaques et du coup rentrer dans la sienne, mais ça ouvrira toutes les portes en même temps. Et bien entendu, l'apocalypse s'installe chez nous. Buffy, ses acolytes, ce qu'on appelle le Scooby Gang, puisque les personnages se dénomment eux-mêmes comme ça, vont tout faire pour empêcher cette déesse de trouver cette clé et d'ouvrir simultanément la totalité des portes qui ferment, des barrières qui ferment les différentes dimensions démoniaques. C'est à l'issue de cette saison que Buffy perd la vie, d'ailleurs. Et elle ressuscitera dans celle d'après, ce qui foutra le bazar avec la force. Et ce qui fera que, évidemment, tous les protagonistes représentatifs du bien vont finir par descendre en enfer. Ce qui n'est absolument pas une damnation dans l'écriture de la série, puisqu'ils descendent pour faire le ménage. Ils descendent pour la première fois dans l'écriture de cette série, faire en sorte que les représentations du bien ne subissent pas les attaques du mal, mais que les prises de pouvoir s'inversent. Ce qui est évidemment un parallèle incroyablement fort, mais qui est filé dans la totalité de la série sur la question de la rébellion contre le patriarcat et sur la valorisation de l'émancipation et notamment de l'émancipation féminine, puisqu'il n'y a pas que les personnages féminins qui s'émancipent dans cette série. À mon sens, mais ça a été beaucoup discuté, les personnages masculins sont des personnages forts aussi et avec un schéma et de rédemption et d'émancipation très très bien travaillé. Mais bien entendu, il s'avère que dans Buffy contre les vampires, les personnages les plus forts, en termes de pouvoir, de force morale, d'engagement et de sacrifice, sont un peu systématiquement des personnages féminins. Parenthèse fermée sur l'approche féministe de Buffy. La bouche de l'enfer, donc,
passage vers les enfers et ce qui est voilà cette dimension assez intéressante du Buffyverse, des enfers pensés comme des dimensions parallèles à l'échelle de ce que la métaphysique peut nous expliquer aujourd'hui. Mais pour remonter un petit peu à la question, rétrospectivement, à la question de Charles, la bouche de l'enfer, est-ce que la bouche est nommée comme telle dans la saison Buffy ? Oui, elle s'appelle la bouche de l'enfer, la Boca del Inferno en espagnol, puisque la Californie a été espagnole pendant une période. Encore une fois, effectivement, tu citais la dimension un peu consensuelle quand même des représentations infernales, mais la bouche de l'enfer, si on remonte encore une fois, là c'est le petit point de vue théologique, encore une fois, je pensais pas que j'allais adopter cette posture-là dans le cadre du débat, mais c'est la bouche du Léviathan. La bouche de l'enfer. Le Léviathan, c'est cette créature mythique qui nous vient du chaos, qui représente la révolte des animaux contre les créateurs. C'est une énorme bouche qui avale les pécheurs. C'est bien de ça, l'origine de la bouche, elle provient de là. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Dans la série Buffy, ça n'est que le déploiement de cette image, une fois de plus, et d'une image dantesque aussi, sur ce passage vers les différentes strates de l'autre monde et qui, a priori, serait démoniaque. D'ailleurs, des personnages vont en enfer. Ils sont condamnés à aller en enfer, ils sont punis. C'est ce qui arrive au personnage d'Angel, par exemple, qui ne meurt pas, il est juste aspiré en enfer. Et on ne parle pas d'une mort, on ne parle pas d'un passage de l'âme vers autre chose. On parle de l'individu qui est aspiré vers un autre monde. On est encore dans ces schémas de dimension. On est aspiré vers les enfers, on est mangé par les enfers, et ça a beaucoup moins de liens que dans la mythologie chrétienne, par exemple, avec l'âme qui va vivre une seconde vie ailleurs. C'est nous qui sommes, en tant qu'individus, aspirés dans une autre dimension. Selon moi, Angel, de toute façon, ne rejoint les enfers qu'à partir du moment où il y a un spin-off avec une série qui lui est consacrée. Oh. Je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais justement, Briac, je te sais féru de Buffy contre les vampires. Cette bouche de l'enfer, tu t'associes à la vision de Cyrielle. Est-ce que moi je n'ai pas vu la série en question. Enfin, j'ai vu quelques épisodes. Je suis pas assez spécialiste, mais voilà, je sais. On a souvent parlé dans Spoilers de Buffy. Cet enfer-là de Buffy, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Je pense pas qu'il y aura grand chose à dire de plus que tout ce que nous a dit Cyrielle. En plus, moi, c'est vrai que ça remonte un petit peu à mon dernier visionnage de Buffy, donc j'aurais pas forcément de détails à ajouter. Mais après, il y a des choses intéressantes dans Angel aussi, hein. Justement, ils vont dans il y a d'autres dimensions démoniaques qui nous sont montrées. Et globalement, en plus, pour revenir un petit peu, faire un pont avec notre première discussion sur le diable, ce qui est intéressant dans Angel, c'est que là, les figures du mal, ça va pas être The First, mais ça va être un cabinet d'avocats. Donc la figure ultime du mal, c'est un cabinet d'avocats, et la série va en plus, la dernière saison d'Angel se déroule après Buffy et va encore plus loin que donc tout ce qui avait été abordé dans Buffy, parce que là il y a un passage où les héros vont se dire on va rejoindre ce cabinet d'avocats et le changer de l'intérieur. Donc c'est après avoir affronté le mal dans les 7 saisons de Buffy et les 4 premières de Angel, on se dit bon, peut-être qu'on peut faire ça, et se rendre compte que c'est totalement impossible. Et la conclusion de la série est très intéressante aussi, où justement ils vont accepter l'idée que de toute façon ils pourront jamais gagner contre le mal, mais comme Frank Black dans Millennium, la série se conclut sur l'idée que de toute façon faut y aller. Même si on va tout perdre, il faut absolument continuer ce combat, même s'il est impossible de le gagner. Et c'est pour ça que c'est un combat sans fin, du coup, parce que d'autres viendront. Tu parlais aussi des élus, des tueuses qui sont élues les unes après les autres. Ouais, alors non. À leur mort. Je suis désolée, mais là je vais repartir un coup. Non, mais c'est hors sujet, mais évidemment la dernière saison de Buffy il n'y a plus une élue. En fait, toutes les femmes qui potentiellement auraient pu un jour recevoir le don ou la malédiction de devenir une tueuse deviennent une tueuse, c'est-à-dire que les femmes de la série, c'est-à-dire Buffy et notamment le personnage de Willow qui devient une sorcière qui a son temps maléfique d'ailleurs, puisque tous les personnages sont un peu maléfiques à des moments, d'où cette ambiguïté entre le bien et le mal évidemment, mais le personnage de Willow devient une puissante sorcière et décide de canaliser, je la fais courte, mais de canaliser la puissance mystique offerte à la tueuse et de la répartir, de l'offrir à toutes les femmes qui pouvaient avoir ce potentiel-là. Donc c'est un soulèvement féministe qui se passe à la fin de la dernière saison de Buffy, particulièrement intéressante. Et en plus, et c'est mentionné comme ça dans les dialogues, hein, c'est un pouvoir qui avait été donné par les hommes aux femmes
et qui là sont repris par les femmes pour être redistribués sur toutes les femmes qui avaient le potentiel de se soulever un jour, de ne plus subir et de combattre. Et c'est comme ça qu'elle crée une armée d'ailleurs. Très bien. Bah écoutez, on a eu une petite explication sur Buffy. Guillaume applaudit carrément. Si j'osais, je le suivrais. Mais justement, Guillaume, puisque tu as envie d'applaudir, à notre tour de t'applaudir sur cette notion d'enfer, tu vas revenir dans Westworld, dans le monde de Westworld, sur cette représentation là. Qui a à la fois, du coup, on imagine plusieurs ressemblances avec cette notion d'enfer. Oui, je pensais pas qu'on allait aborder effectivement la série autant dans le thème de la rencontre avec le diable, mais on va y revenir. J'avais envie de vous emmener dans ce parc à thème de Lisa Joy et Jonathan Nolan, donc diffusé sur HBO, qui en est à sa 3e saison, parce que là encore, il me semblait être intéressant de voir que dans cette série d'anticipation, où donc on crée des androïdes pour habiter un parc d'attractions et on va dire servir de faire valoir à tous les êtres humains qui veulent s'amuser dans ce parc de l'attraction la plus naïve, on va dire, à la plus horrible. On a un lieu qui, pour moi, et en tout cas à travers le regard des androïdes, nous est vraiment présenté petit à petit comme un vrai enfer sur Terre, si on veut. Et qui, d'ailleurs, aussi acquiert au fur et à mesure de la série, et notamment à travers un épisode en particulier, un statut quasi religieux d'enfer. Ce lieu, c'est donc la Mesa, qui est le centre des opérations de Delos. Delos, qui est l'entité qui a conçu les parcs de Westworld, qui est donc tout simplement le QG de cette société sur le parc, le centre des opérations qui va gérer à la fois le statut administratif, et du coup c'est rigolo parce qu'on revient peut-être un petit peu sur cette notion très administrative, les avocats, tout ça, de cet enfer, mais en tout cas qui gère cette partie-là du parc, mais aussi qui gère évidemment toute la maintenance qu'il peut y avoir sur les androïdes, puisque ces androïdes, aussi humains soient-ils, ont besoin de révision, ont besoin, puisque malheureusement certains des autres leur font subir les pires sévices, de se faire réparer, voire de se faire entièrement recréer. Et donc, on va avoir un bâtiment qui va être circulaire, qui va être présenté sous plusieurs niveaux, et qui va de manière assez naturel, et donc du coup nous ramener à cette notion des enfers là, être présenté comme plusieurs cercles dans lesquels il va se passer différentes choses. Et là donc le parallèle avec notamment l'enfer de Dante, il est assez évident, où on va passer à travers les différents cercles de l'enfer et à travers les différents types de sévices, puisque on va avoir, si on peut faire le parallèle, certains cercles où même si ça n'est pas particulièrement une torture, quoique certains êtres humains qui font partie de l'administration du parc vont se permettre de récupérer des hôtes pour leur plaisir personnel, c'est notamment le cas dans la saison 1 ou la saison 2 du personnage de Charlotte, qui est une administratrice assez haut placée de Delos, et qui choisit un des hôtes les plus virils, les plus masculins dans le parc pour avoir des relations intimes avec lui. Donc ce côté un petit peu luxure, on peut éventuellement le voir comme ça, puisque il y a un aspect qui est intéressant, c'est que elle cherche à travers du coup cette relation quelque chose un plaisir charnel, mais en même temps qui va ne faire que souligner aussi la solitude qu'elle ressent aussi vis-à-vis de, on le verra plus tard, sa place à l'intérieur de Delos, etc., etc. Donc voilà, différents étages, différents cercles comme ça qu'il faut traverser, et donc cette représentation pour moi de l'enfer dans le cercle qui s'occupe des androïdes, puisque, et c'est comme ça que vont le voir les autres, qui, c'est le principe, c'est l'idée même de Westworld, qui vont petit à petit s'éveiller à la conscience, qui vont petit à petit avoir des souvenirs de cet endroit, puisque justement ils sont réparés, ils sont renvoyés sur le parc. Certes, la plupart, voire la quasi-totalité, sont censés avoir la mémoire réaffectée, rebootée, pour ne plus se souvenir des précédentes actions qu'ils ont pu réaliser, mais
au fur et à mesure, certains vont justement se souvenir de ce lieu, et c'est notamment le cas d'une tribu de natifs américains qui occupe le parc de Westworld. Westworld, on est dans un parc de cow-boys. Voilà, il y a d'autres parcs qui ont comme thème d'autres cultures, la culture indienne, la culture asiatique, enfin japonaise, etc., etc. Donc là, on est dans l'Ouest américain, et donc cette tribu de natifs américains, on va comprendre qu'ils vouent un culte à cet endroit de la Mesa qui pour représenter en tout cas une certaine forme d'enfer, puisque eux l'appellent, alors je vais vous épargner le mot dans le dialecte natif américain, mais je vais plutôt vous dire la version américaine qui est donc de Once Below, donc vraiment qui fait explicitement référence à quelque chose qui est souterrain, qui est sous les vivants, et dans lequel on va avoir à un moment donné des vraies visions d'enfer, notamment à travers les yeux de Maeve et de Charlotte, qui sont deux des androïdes qui vont connaître peut-être les pires atrocités dans cette partie-là, où on va avoir vraiment des visions de charniers, très clairement, de corps dénudés, empilés les uns sur les autres, qui font clairement, qui peuvent très clairement faire référence, ou en tout cas qui peuvent faire penser à ces tableaux de la Renaissance qui faisaient justement l'apanage, on va dire, de Dante et de son périple dans les enfers, avec vraiment cette torture visuelle, cette horreur très physique, très grouillante, très charnelle, encore une fois, de ces enfers. Et ce qui est intéressant, c'est que justement cette vision-là des androïdes est aussi une preuve de leur réveil à la conscience, puisque du coup, en apposant à cet endroit qui n'est qu'un local de stockage et un garage, finalement, quelque part on pourrait le simplifier à ce simple fait très fonctionnel, eux vont petit à petit le transformer comme un lieu mystique, comme un lieu de foi, en tout cas d'un endroit où il y a une renaissance et où il faut s'échapper, puisque c'est aussi tout le propos du personnage de Maeve, de vouloir s'échapper de cet endroit, puisqu'elle possède cette faculté de se souvenir de ses différentes vies et de pouvoir comme ça, petit à petit, pouvoir se déplacer dans cet enfer et de pouvoir en sortir. Malheureusement pour elle, il y a quelque chose qui va la rattacher à cet enfer qui est sa fille, en tout cas un autre androïde qu'elle considère comme étant sa fille, et qui là aussi fait penser à toute une mythologie plutôt grecque ou romaine, où les héros vont tenter d'aller chercher dans les enfers l'être aimé, l'enfant, voilà, l'aïeul. Donc comme ça, il y a tout un truc aussi très intelligent dans la manière dont est représentée l'odyssée de ces personnages pour se sortir de cet enfer qui est à noter. Et puis plus on descend dans cette structure, plus on va profond dans ces enfers, jusqu'à trouver justement le cold storage, qui est l'endroit où ces enveloppes déshumanisées d'androïdes sont stockées, et dans lequel là aussi, en tant que spectateur, on va pouvoir aller se déplacer, et on va découvrir ce lieu qui est qui est tout à fait morbide et tout à fait glaçant d'horreur, avec ces corps inanimés et pourtant est traité vraiment comme du bétail, puisqu'il y a vraiment cette nudité là aussi qui est très présente, comme dans ces représentations de l'enfer où les corps sont torturés et la matière charnelle, encore une fois, est très présente. Et donc voilà, je trouvais amusant, encore une fois, d'aller voir côté SF ce qui pouvait être fait, notamment du coup dans Westworld, par rapport à cette représentation-là des cercles de l'enfer. Et ce qui est amusant de constater, c'est que le parc, en mode miroir de tout ça, agit aussi comme un enfer sur les êtres humains, puisque finalement, et notamment pour le personnage d'Ed Harris, donc le fameux homme noir, lui aussi va quelque part vivre le parc petit à petit comme un enfer dans lequel il va falloir qu'il sorte, puisque lui, il est convaincu que ça fait des dizaines d'années qu'il vient dans ce parc, il a tout vu, il a tout fait, et lui, ce qu'il cherche, c'est le endgame, c'est la fin du jeu, c'est ce niveau caché qu'il pense être activable et dans lequel il va trouver sa vérité. Lui-même peut-être ignore un peu cette vérité, mais en tout cas, il la cherche, et ce qui va le mettre sur la piste de The Maze, le labyrinthe, qui est donc quelque part un miroir à cette espèce d'enfer que peuvent vivre les autres, puisque lui aussi va s'enfoncer dans les recoins plutôt
psychologique de ce labyrinthe et petit à petit va, à force d'horreur psychologique et physique, il va perpétuer jusqu'à se faire du mal lui-même, on va dire, et faire du mal à son entourage, quelque part, s'enfoncer dans cet enfer et le dénaturer totalement jusqu'à le faire douter de sa propre condition d'être humain. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant aussi à ce niveau-là à constater entre ce que pouvaient vivre les androïdes dans cet endroit très froid, mais qui commençait à petit prendre une nature plus humaine et plus charnelle dans l'horreur de ce qui est fait à ses corps, dans cet enfer technologique, et là où, de l'autre côté, le personnage d'Edaris, lui, petit à petit, perd de son humanité pour lui aussi s'enfoncer dans cet autre enfer qui est le parc. Et je connais Guillaume, je sais même qu'il s'est restreint dans son analyse en plus, donc il y a évidemment beaucoup de choses à ajouter sur Westworld, c'est un univers qui est extrêmement riche, donc jetez-vous, rajoutez-le sur votre liste, sur votre petit papier juste à côté. Allez voir Westworld. Du coup, Whedon, on y revient, on y était dans Buffy. Il a lui aussi travaillé le thème de l'enfer dans une autre de ses productions, pas la plus, comment dire, je marche sur des œufs s'il y a des fans de Whedon qui le regardent, pas la plus célèbre, encore une fois, ce Briac. Tout à fait. Le nom est connu, mais beaucoup de gens, mais pour beaucoup de raisons, hein, pas forcément, je remets pas du tout en cause ses qualités, bien évidemment, il s'agit de Dollhouse. C'est ça. C'est même pas la plus appréciée de Whedon, c'est un peu le... C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ça, mais alors à tort, parce qu'elle est très intéressante. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend Joss Whedon, donc Cyril nous a parlé de Buffy, mais c'est aussi une série qui a plein de points communs avec Westworld. Et même quand on découvrait Westworld et qu'on avait vu Dollhouse, on avait presque l'impression de voir une nouvelle version de Dollhouse. Il y a vraiment tellement de thématiques communes, de twists aussi qu'on retrouve que bon. Et alors, Dollhouse a sa propre version de l'enfer que je vais essayer de vous expliquer là, mais d'abord il faut que je vous présente un petit peu la série, sinon ça va pas faire sens. Donc oui, peut-être un point, comme c'est pas la plus connue comme tu disais, peut-être un point sur le postulat de départ de cette série. C'est ça. Alors c'est une série donc créée par Joss Whedon, diffusée sur la Fox entre 2009 et 2010. Donc Dollhouse, c'est l'histoire donc d'un endroit à Los Angeles qui s'appelle la Dollhouse, où en fait on peut aller et donner 5 ans de sa vie en échange d'argent. En gros, on va à cet endroit-là, je dis je vais vous donner mon corps pendant 5 ans, et après j'aurai de l'argent, je pourrai faire tout ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on donne son corps, on enlève, enfin en gros ils ont une technologie qui leur permet d'enlever votre personnalité, de la stocker, et à la place d'implanter des personnalités artificielles dans votre corps. Donc par exemple, dans le premier épisode, quelqu'un a besoin d'un excellent négociateur pour une prise d'otage, on va créer cette personnalité et l'envoyer. Et donc les clients viennent avec différentes demandes. Alors parfois c'est de la prostitution, parfois c'est des choses beaucoup plus compliquées, et après il va y avoir d'autres moments aussi où non seulement ça va pas être des personnalités artificielles, mais ça va être des gens qui existent ou même qui sont décédés. Donc on va avoir des personnes décédées qui vont revenir à la vie. Et ce qui se passe également, c'est que donc il y a l'organisation qui gère ça dans un endroit caché dans la ville de Los Angeles, et donc ce qu'on appelle les dolls vivent là également, et ils sont dans un état qu'on appelle le blank state, c'est-à-dire qu'ils sont comme des enfants. Eux là, c'est le corps se meut sans personnalité. C'est comme des petits bébés qui se baladent et vivent leur vie comme ça. Et en fait, l'héroïne de la série, qui s'appelle Echo, elle va avoir la particularité qu'on va découvrir au fur et à mesure d'avoir une personnalité qui va résister peu à peu aux différents moments où on efface ce qu'on appelle les implants, les personnalités artificielles. Non seulement elle va avoir sa propre personnalité qui va émerger, mais elle va pouvoir être capable de convoquer des choses qu'on aurait dû déjà lui effacer. Donc au bout d'un moment, c'est comme une personne qui a 50 personnes en elle-même. Et donc, Dollhouse, c'est une série qui a une dimension méta, parce que ça, c'est bien sûr une métaphore de la manière dont on crée des séries, avec les dolls qui fonctionnent comme des acteurs, on a d'autres qui sont analogues à des réalisateurs, des scénaristes, etc. Mais c'est surtout une série, et donc j'en parle un petit peu avant d'arriver à sa représentation de l'enfer, qui a 2 thématiques principales, qui est d'abord l'identité, et ensuite la domination ou le pouvoir. Donc l'identité, parce que c'est une série qui est en fait presque une illustration de cette expérience de pensée de l'Antiquité. Je pense que vous connaissez, ça a été évoqué il y a pas longtemps dans WandaVision, c'était marrant de voir ça. C'est celle du bateau de Thésée. Donc cette idée du bateau de Thésée, donc que les Athéniens conservaient et donc faisaient attention à ce qu'il ne soit pas trop décrépit, donc ils remplaçaient les planches une à une. Sauf qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec un bateau qui n'a plus aucune planche d'origine, et on se demande est-ce que c'est encore le bateau de Thésée juste parce que c'est sa forme.
Et on peut même aller plus loin et se dire, et si on a conservé toutes les anciennes planches et qu'on refait le même bateau avec la même forme, est-ce que du coup c'est celui-là le bateau de Thésée? Et donc Dollhouse pousse ça donc vers donc les questions donc plus de l'identité humaine et se dit bon c'est quoi qui fait votre identité? Est-ce que c'est votre corps? Est-ce que c'est vos souvenirs, votre personnalité? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a peut-être une âme? Et va d'ailleurs un peu dans ce sens puisqu'on va découvrir que la plupart du temps les dolls vont avoir un petit reste de leur personnalité originelle alors qu'elle a été effacée. C'est comme s'il y avait quelque chose de toute façon qu'on peut pas enlever. Et c'est aussi une série qui a donc des thématiques politiques parce qu'on va réfléchir aux dérives de cette technologie imaginaire. Et dans la première saison, on nous répète souvent la Dollhouse vend du fantasme, mais c'est pas son objectif. Et ça parle aussi bien de la série que de ses thèmes. Alors bien sûr, il y a une question de la réification de l'autre. On nie son individualité et ça peut être tous les modes d'exploitation qu'on a dans notre système capitaliste moderne. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont la série est consciente et elle assume un peu son héritage, on va dire, générique, donc de science-fiction, puisque l'entreprise qui gère la Dollhouse s'appelle Rossum. Et Rossum, c'est une référence à Rossum's Universal Robots de l'auteur tchécoslovaque Karel Čapek, qui est la pièce dont vient le mot robot. Robot qui signifie donc en slave travail forcé, et qui justement cette pièce n'était pas des machines mais des êtres artificiels. Donc on retrouve vraiment le lien avec Dollhouse. Donc il y a cette dimension politique et il y a aussi ce qu'on nous sous-entend, c'est qu'en fait le but de la Dollhouse, c'est de créer une élite qui sera immortelle, qui pourra se déplacer de corps en corps, dans plusieurs corps à la fois, et on se dirige vers une conclusion apocalyptique vers la fin de la série. Et la série dit, si on n'a plus peur de mourir, qu'est-ce qui va nous rester en fait au niveau moral et au niveau éthique? Il y a un personnage qui dit, imaginez un homme qui peut accomplir ce qu'il peut accomplir s'il n'a peur de rien et qui peut vivre pour toujours. C'est-à-dire, est-ce que toutes nos conventions, tout ce qui fait tenir une société va peut-être s'envoler à partir du moment où une minorité a ce pouvoir-là. Et c'est d'autant plus glaçant que maintenant on a effectivement des gens qui travaillent à éradiquer la mort, différents scientifiques. Donc c'est actuellement l'objectif. Et ces deux thématiques de l'identité et de la domination vont se voir réunies dans un épisode qui s'appelle The Attic, donc le grenier. Le grenier dans la série, c'est un espace dont on nous parle souvent, mais on nous dit jamais vraiment ce que c'est. On dit quand cette doll est défectueuse, on l'envoie au grenier. Mais on apprend même que quelqu'un qui n'est pas une doll, un être genre un employé qui se rebelle ou quelque chose comme ça, peut être envoyé au grenier. Et au début, on imagine un peu un truc, même c'était avant Westworld, mais un peu comme ce que tu disais, le cold storage, peut-être ils sont tous là dans un coin à attendre, voilà. Et éventuellement, bien sûr, on va voir ce que c'est. Et il y a un personnage qui nous dit, on dit que c'est comme le pire enfer que tu peux jamais imaginer. Et les héros de la série vont être à un moment amenés au grenier, qui prend la forme au niveau physique, juste une espèce de table où on te met et il y a un liquide qui rentre et on te met une espèce de plastique comme si t'étais mis sous vide. Sauf qu'ensuite ça te protège dans une espèce de monde virtuel. Et en fait dans celui-ci, tu es en permanence confronté à ta pire peur, ton pire cauchemar. Donc déjà premier élément intéressant pour cette représentation de l'enfer un peu moderne, puisque ça peut être, tu ne vas pas payer pour tes péchés, mais tu vas être confronté à ce qui se fait le plus peur, et c'est une peur qui va en plus reposer sur la mémoire spectatorielle, puisqu'il va falloir que nous spectateurs on se souvienne ce que ça représente pour les personnages, d'où viennent ces peurs-là. Et donc par exemple pour l'héroïne Echo, ça va être, elle va voir ses amis se faire tuer sous ses propres yeux à chaque fois qu'elle essaie de les faire s'échapper, et c'est l'idée que elle peut pas sauver tout le monde, alors c'est ce qu'elle essaie de faire depuis le début, même dans son ancienne vie. On en a une autre qui a été violée et qui est condamnée à toujours revivre son viol, avec en plus une espèce de version zombifiée de son violeur absolument horrible. Et enfin un autre héros qui est un vétéran qui lui se retrouve à revivre un moment où il a commis une bavure, mais où cette fois-ci la personne qui l'a tué c'est lui-même. Donc ils sont tous en boucle à revivre en permanence ce même problème. Et en fait on va avoir un rebondissement qui va nous apprendre que on fait pas ça juste pour les torturer, mais en fait Rossum, la boîte, ils font en sorte que donc leur cerveau soit en permanence sous adrénaline à cause de la peur, parce qu'en fait ça génère de la puissance de calcul, et c'est avec ça c'est ce qui leur permet de faire fonctionner leur ordinateur central. Donc en fait ils exploitent la peur qu'ils instillent en permanence dans ces dolls qui sont dans The Attic. Et finalement la solution pour s'en sortir, ça va être d'abord d'arrêter d'avoir peur. Donc ils vont peu à peu réussir à dire faut qu'on arrête on aille au-delà de cette peur-là, qu'on arrête. Et même au final de se laisser tuer à l'intérieur du grenier pour pouvoir sortir en fait. C'est ça qui va leur permettre de faire ça. Donc en fait il faut apprendre à déconstruire ses propres peurs pour se libérer là dans le grenier de Dollhouse. Et je trouve donc c'est une représentation assez intéressante de l'enfer, qui est donc à la fois qui a des dimensions ontologiques et politiques, et surtout émancipatrice. En fait ce passage dans l'enfer va permettre aux héros à la fin de se libérer vraiment sur la fin de la série. Et ça souligne deux choses je trouve assez intéressantes. C'est d'abord que
quand on cesse d'avoir peur, on va pouvoir retirer leur pouvoir à ceux qui nous oppriment, puisque quand ils vont cesser d'avoir peur et qu'ils vont se déconnecter, Rossum perd son ordinateur central. Et enfin que les systèmes d'oppression finissent toujours par se piéger eux-mêmes parce qu'ils vont nous donner la clé même de notre émancipation. Ils nous confrontent, là ils confrontent à leur propre peur, mais finalement ils vont leur permettre de se dépasser. Et à la fin, ce mode de dépassement va leur permettre de réussir à vaincre, spoiler, Rossum sur la fin de la série. Donc voilà pourquoi c'est une représentation de l'enfer que je trouvais assez intéressante et qui repose, dont les qualités découlent de la forme sérielle en grande partie. Très très bon choix, Briac effectivement. Et puis ça nous donne la conclusion parce que on a parlé des représentations de l'enfer, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est quelle métaphore est-ce que ça donne et sur les spectateurs en fait, qu'est-ce que les spectateurs sont censés comprendre de ces lieux, de ces entités-là. Donc c'est ce que tu viens de nous dire quoi. Donc merci pour ça. Je vous propose qu'on s'arrête ici pour le thème des enfers. On a encore les possessions démoniaques à explorer dans quelques instants. Ne partez pas, une 3e vidéo vous attend sur cette plateforme avec l'équipe Spoilers d'un côté, l'équipe Court-Métrange de l'autre. À tout de suite. Bonus. Trax.